Bonjour à tous et à toutes les amis, donc je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc sujet de la vidéo, 10 choses à savoir sur la collection pour débutants. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue à vous tous sur la chaîne LR15 Nation Tactica, donc votre chaîne pour la vidéo 10 choses à savoir sur la collection pour débutants. Donc merci à tous ceux qui viennent de rejoindre la chaîne. Petit coucou et immense merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, notamment mes anciens abonnés que je salue au passage, qui se reconnaîtront, avec qui j'ai une certaine intimité et qui ont pris une souscription. Donc, je vous invite à aller dans la rubrique communauté. Vous avez un onglet souscription pour pouvoir prendre un coaching de niveau 1 ou de niveau 2. Toutes les explications vous sont données pour avoir des astuces, des conseils supplémentaires ou tout autre problème que vous puissiez avoir sur votre collection d'armes, par exemple Deuxième Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc., etc. Les petites astuces, et j'en passe et j'en passe. Bon, tout ça, ce sont des bonus supplémentaires qui vous sont donnés pour pouvoir vous aider dans votre évolution par rapport à une collection ou tout autre problème. Donc, vous remarquerez que la vidéo est tournée donc aujourd'hui le 8 mai 1945. Donc, je me suis mis en tenue pour commémorer un petit peu à ma façon donc l'événement. Donc, à noter que la tenue, c'est une tenue d'origine, donc c'est la 2e division d'infanterie américaine, rattachée à la 1re armée pour le débarquement de Normandie, et qui ont fait des faits d'armes, notamment en 1917 dans la Meuse, etc., etc., et j'en passe, et j'en passe. Donc je vous ferai pas l'historique sur la 2e division d'infanterie. Peut-être qu'on y reviendra sur d'autres vidéos, mais en tous les cas, sachez que c'est une division qui me tient à cœur, que j'ai choisie pour mon thème de collection, donc ce qui explique pourquoi j'ai la tenue complète, donc pour vous spécialement aujourd'hui et pour la vidéo. Donc nous allons parler spécialement de la collection, des petites arnaques, des astuces, des choses qui sont à savoir. Et notamment aussi de la rénovation. Donc on va faire une vidéo globale sans trop rentrer dans les détails, puisque en fait il y a énormément de choses à savoir, de choses à connaître, surtout quand on débute dans les collections. Première chose à faire et à savoir. Alors, ça c'est mon conseil. D'ailleurs, plusieurs collectionneurs de haut rang expérimentés vous le diront aussi. Ne vous éparpillez pas sur un thème. Je m'explique. C'est quand même un budget, c'est énormément de temps, c'est énormément de choses à mettre en œuvre pour pouvoir trouver les pièces qui vous intéressent et le thème que vous aurez choisi. Choisissez un thème. Donc, ça peut être des armes blanches, notamment les baïonnettes, les dagues, etc., etc., sabres, par exemple. Ça peut être les casques, ça peut être les armes, ou globalement, le tout, mais sur une unité particulière, par exemple, un pays particulier, belligérant, ou autre chose. Explication. Si vous prenez un thème sur l'armée allemande, c'est mon cas, mais bon, sauf que moi j'ai fait l'erreur et je vous ai expliqué un petit peu le comment du pourquoi et pourquoi je vous explique ça. Si vous choisissez un thème sur tout ce qui est matériel allemand, donc il va falloir choisir un thème sur soit la Première Guerre mondiale, ou alors 1870, ou alors 39-45. Donc déjà, c'est un choix qui est à faire. Sur ce qui vous intéresse le plus, bien évidemment, ce que vous aimez le plus. C'est logique. Ensuite, il va falloir choisir, soit on fait les coiffes, donc les casques, etc., etc., soit on fait les baïonnettes, comme je l'ai dit, ou les armes, ou tout en même temps. Mais vous choisissez un thème. Donc par exemple, l'armée allemande, on va commencer par tout ce qui est toute la série des Mauser 98K, ici présent, c'est un modèle 44, donc il y a plusieurs modèles différents, avec certaines variantes. Vous avez énormément de fusils Mauser qui ont été utilisés par différents pays, qui sont estampillés avec différents poinçons et différents marquages, qui ont une valeur plus ou moins importante par rapport à la rareté de l'arme. Donc ça, c'est important. Donc si vous faites une collection de Mauser, il y en a un sacré paquet à collectionner. Donc je ne dirai pas le nombre que moi je possède, j'en ai un bon paquet, et je peux vous dire que mon expérience au niveau des Mauser, elle n'est plus à faire. Mon conseil, ça, c'est la deuxième chose. Ne vous précipitez pas sur une annonce, notamment sur tout ce qui est site internet. L'explication, elle est simple. C'est que vous n'avez que des photos. Les photos ont pu être prises il y a quelques années en arrière. Donc, ce qui veut dire que l'arme, elle a très bien pu être mal stockée ou quoi que ce soit. Et elle est différente au niveau de son état.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, bon, c'est plutôt rare, il peut s'agir d'une photo mensongère, d'une autre arme, équivalente. Enfin, équivalente, le même modèle, mais ce sera pas celui que vous recevrez. Troisième chose, l'état du canon. C'est très, 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 très important. Bouche du canon, état du canon, chambre. Ce sont les premières choses à voir sur une arme à feu, Deuxième Guerre mondiale ou Première Guerre mondiale. Demandez des photos les plus précises possibles au niveau du canon. La petite astuce, je l'ai déjà donnée dans d'autres vidéos, notamment sur le Mauser 98K et tout ce qui concerne les armes de collection Première Guerre mondiale et Deuxième Guerre mondiale. Je vous invite à aller les voir et je donne certaines astuces à ce niveau-là pour pouvoir justement voir avec une approximative l'usure du canon par rapport à une munition qu'on met à l'envers. Ça, c'est une petite astuce que je vous donne, que je vous ai donnée dans des vidéos, si vous avez suivi les vidéos, si vous suivez les vidéos. Maintenant, la quatrième chose. Soit vous faites les bourses aux armes, soit vous faites les brocantes, soit vous faites les vides-greniers. Alors attention, grosse différence entre les trois. Sur les bourses aux armes, vous avez plusieurs catégories de vendeurs. Les professionnels, les amateurs passionnés, et tout simplement le collectionneur lambda comme moi, par exemple, qui va faire une bourse aux armes pour pouvoir acquérir d'autres pièces tout en vendant ces pièces personnelles qui l'intéressent le moins. Donc ça, ce seront des gens qui sont très intéressants, puisque en fait, ce ne sont pas des marchands, si j'ose dire. Ils vont plutôt être passionnés, donc vous serez plus sujet à avoir un prix et à pouvoir négocier le prix et avoir plutôt une authenticité au niveau de la pièce. Parce qu'en général, un vrai collectionneur, ce ne sera pas quelqu'un qui va essayer de vous roubler. Donc là, les fusils sont tombés. Donc on va les remettre bien gentiment, parce que c'est pas évident de faire des vidéos avec des fusils qui tiennent avec l'opération du Saint-Esprit, si ça veut bien tenir là. Donc voilà. Donc je vais pas couper la vidéo, normalement à la base je la coupe. Donc peut-être que je vais la couper. Là, le garant il veut plus tenir, donc c'est magnifique. Voilà. Et voici donc reparti. Alors comme je le disais, vous avez plusieurs catégories de personnes et de marchands. Donc vous avez, comme je vous l'ai dit, donc les collectionneurs purs et durs, les amateurs et les marchands. Alors attention sur les bourses aux armes. Je n'ai rien contre les bourses aux armes, je précise bien. Il faut vraiment les connaître pour ne pas se faire avoir et savoir où on va. Les bourses aux armes, vous avez énormément de copies, et dans tous les domaines, et surtout, notamment sur de l'allemand. Ça peut être du simple casque jusqu'à la baïonnette. 98 cas, ici devant vous. Et oui, il y a des copies. Plusieurs procédés pour les copies sont mis en œuvre. Quand elles sont achetées en copie, elles sont vieillies. Ça, pour pouvoir faire la différence, c'est pas évident, surtout qu'il y a des poinçons qui ont été rajoutés ou des poinçons qui ont été mis, qui sont des poinçons quasiment d'origine, puisque en fait, il existe à l'heure d'aujourd'hui, dans les pays de l'Est, certains professionnels, certains collectionneurs qui ont des poinçons d'origine. Et ça, ce n'est pas une idée reçue, c'est la vérité. Je l'ai su de source sûre, ça, par des collectionneurs de haut niveau. Il existe, à l'heure d'aujourd'hui, des poinçons d'origine qui sont remis sur certaines copies. Donc faites très attention. Ensuite, de toute façon, vous allez sentir la pièce. Donc sentir la pièce, je m'entends par là, c'est-à-dire que vous allez voir tout de suite s'il s'agit d'une copie. Normalement, ça crève les yeux, quoi. Il faut avoir un petit peu d'expérience. Les copies, ça peut être les uniformes. C'est énormément sur les uniformes. Par exemple, celui que je porte à l'heure d'aujourd'hui, il y a des copies. Et ça, je peux vous garantir que ce n'en est pas une parce que je sais exactement d'où il vient. Donc, c'est-à-dire que la personne qui l'a eu dans les mains, ça vient de famille, ça a été donné, etc., etc. Ça a été de génération en génération. Pour faire simple, maintenant, c'est moi qui l'ai. Donc, je peux vous garantir que celle-ci, elle a fait le débarquement. Ensuite, les vides-greniers et les brocantes. Alors, sur les vides-greniers, vous n'allez pas trouver grand-chose, voire même rien du tout. Ça, c'est une erreur fatale pour un collectionneur.
même s'il n'y a rien sur un vide-grenier, et rien ne vous dit qu'il n'y a pas quelque chose qui traîne quelque part. Et j'en ai fait les frais il n'y a pas si longtemps que ça, notamment pour la 98 coque qui se trouve ici, que j'ai eu pour une bouchée de pain. Et de plus, elle est régimentée. Qu'est-ce que ça signifie régimentée? Vous avez un numéro qui est barré, il y a un autre numéro qui a été remis dessus par rapport à un régiment. C'est-à-dire qu'elle a fait plusieurs régiments. Donc, en plus, le four était au même numéro que la baïonnette, chose très rare. Je l'ai eu pour une bouchée de pain. Elle traînait dans une caisse à outils. Vous voyez? Tout simple. J'ai été là au bon moment, j'ai su la négocier, je l'ai eu pour 40 euros. Pour vous faire simple. Donc vous voyez, il faut rien négliger. Mais je sais que c'est fatigant, ça peut, comment dirais-je, ça peut être négatif dans le sens psychologique, parce que vous vous dites, bon, bah, de toute façon, à vide-grenier, il n'y a rien, il n'y aura rien. Mais non, il faut surtout pas dire ça. Moi, j'ai fait la même chose, et croyez-moi que j'ai fait certaines affaires sur des vide-greniers meilleures que sur une bourse aux armes. D'ailleurs, ça, c'est le plus beau coup que j'ai fait sur une baïonnette. Vous pouvez aussi avoir de la pièce détachée, ça c'est vachement important, il ne faut pas négliger. La pièce détachée, prenez. Parce que le jour où vous allez tomber sur une arme qui n'est pas complète, vous allez être bien content d'avoir récupéré la pièce détachée. Les brocantes, c'est pareil. Même topo pour les brocantes. Par contre, une petite astuce, encore. Donc là, c'est la 4e étape. Que ce soit pour les bourses aux armes, les brocantes ou les vide-greniers. Allez-y à l'heure d'ouverture, voire même avant l'heure d'ouverture au déballage. Je m'explique. Toutes les plus belles pièces, et c'est comme ça que je l'ai eu d'ailleurs, celle-là, toutes les plus belles pièces ne vous passeront pas sous le nez. Si vous y allez à 14 heures, il y a 90 chances sur 100 que la pièce qui aura été là en début de brocante ou en début de vide-grenier ou en bourse aux armes ne soit plus là. Pourquoi? Parce que les spécialistes, les puristes, certains marchands aussi d'ailleurs, font les bourses aux armes pour pouvoir revendre. Eux, ils sont déjà là bien avant tout le monde. Et ils font le tour, comme sur les puces. Hein. Pour ceux qui ont fait des puces à Paris, ils savent comment ça se passe. C'est ce qu'on appelle chiner. Donc pour chiner, c'est très simple. Il faut y aller à l'ouverture, voire même à la lampe électrique. Moi, je l'ai fait. Et ça, c'est une anecdote que je vais vous donner, puisqu'en fait, j'avais mon beau-frère, enfin, j'ai mon beau-frère, parce qu'il est toujours vivant, j'ai mon beau-frère qui est antiquaire, et quand j'étais tout jeune, j'allais avec lui sur les puces à Paris, et je l'ai vu faire, et c'est lui qui me donnait justement des conseils. Déjà, je m'intéressais à l'armement déjà tout petit, donc c'est pour vous dire, ça date pas d'hier. Hein. Et j'ai vu comment il faisait, en fait. Il y allait à 5h du matin, 5h, 5h30, 6h, avec de la liquidité dans les mains, donc toujours de la liquidité, hein. Et il y allait à la lampe électrique. Donc il fouillait dans les cartons, les trucs, les machins, et il dénichait les plus belles pièces. Enfin, ce qui l'intéressait surtout. Donc ça, c'est mon conseil. Il ne faut pas avoir peur de se lever de bonne heure. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, pour la petite information. Donc, y aller dans les premiers. Alors attention, quand vous y allez dans les premiers, vous avez tous les professionnels qui sont là. Antiquaires, brocanteurs, patati, patata. Donc là, c'est ce qu'on appelle des requins. Donc il faut être là avant eux, il ne faut pas se laisser faire. Hein. Donc voilà. Si une pièce vous intéresse, que vraiment vous la voulez, que c'est un coup de cœur, on va prendre un exemple. On va prendre une 98K, poignée bakélite, modèle 44 par exemple. Four au même numéro. Déjà, si elle est là, vous avez de la chance. Supposons que le mec vous dise 100 euros. J'extrapole complet, hein, 100 euros. Vous avez un individu qui est en face, qui va proposer 110. Allez-y, montez, jusqu'à 200. C'est le prix. C'est le prix. Voire plus que ça. C'est le prix. N'hésitez pas à monter, il faut surenchérir. Surtout sur des pièces comme ça. Ensuite, maintenant, on va parler plutôt rénovation. La rénovation, c'est un domaine particulier, aussi bien dans les armes que sur les véhicules de collection, par exemple, pour toute rénovation telle qu'elle soit, les antiquaires pour les meubles, etc. Il y a un savoir-faire. Il y a des choses à savoir. Là, je vous ai mis dans la rubrique communauté ce fusil-là qui se trouve devant vous, le Gewehr 98, je l'ai récupéré, il allait à la poubelle. Il est dans un état pitoyable. Je suis en train de le rénover. Je vais vous donner quelques petites astuces. Donc là, on va passer à la 5e chose pour la collection pour débutants. Vaut mieux avoir une arme à rénover qu'une arme
achetée complète, dont on n'est pas sûr de l'origine. Je m'explique. En fait, pour moi, une arme qui est à rénover, c'est une arme qui est encore dans son jus. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été retouchée. Sauf que si elle a été utilisée après-guerre par des chasseurs ou quoi que ce soit, il peut y avoir, bon, ce qu'on appelle des traces de manipulation sur la crosse, par exemple, des vis qui ont été rajoutées, des clous, des conneries, des trucs, des machins comme ça. Mais ça, c'est pas encore trop grave, ça peut se réparer. Alors, les choses les plus importantes, crosse, le bois. Le bois, c'est très important, il faut faire attention aux crosses. Donc il faut vraiment bien regarder les crosses. Hein, si ce sont des piqûres, ce qu'on appelle des piqûres de verre, c'est pas gênant. Bon, faut pas non plus, de toute façon, je l'ai expliqué, si la crosse est molle, au niveau du toucher, elle est morte. Elle est morte. Très dur à récupérer, elle est morte. Si ce sont des simples trous de verre, en général, c'est sur le bas de la crosse, ça se répare. Produit spécifique pour le verre de bois, à injecter dedans. Ensuite, pâte à bois, coloré ou incolore, papier de verre, 000, tout doux. Et attention aux poinçons. Et après, c'est une rénovation complète. Laine d'acier, double zéro, etc., etc. C'est aussi valable pour l'acier. Maintenant, je vais vous montrer le projet du Gaver 98. Alors, le projet du Gaver 98 qui se trouve ici devant vous, donc je vais me lever pour vous le montrer. Comme ça, vous allez mieux comprendre la situation, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc, en fait, il était dans un état pitoyable. Donc, je vais vous montrer grosso modo un petit peu dans quel état il se trouvait au moment où je l'ai récupéré. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien la poignée ici, de cette baïonnette que j'ai récupérée pour rien non plus, 10 euros. Il va falloir que je rajoute quelques pièces qu'il va falloir que je trouve. Il était encore pire que dans cet état-là. Pire que ça. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ça nous donne, alors, au niveau de la boîte de culasse, ça. Bon, il y a beaucoup de travail. Je vous le dis tout de suite. Alors, au niveau du canon, on garde le bronzage d'origine. Il a fallu que je refasse la bouche. Donc ça, c'était une chose relativement fastidieuse. Donc c'est refait main. Donc la bouche, refaite main ici, à la lime, tout doux. Il va falloir peut-être que j'envoie à quelqu'un qui a un tour. Il va falloir que je vois avec mon armurier s'il peut me l'envoyer pour fignoler la bouche avec un tour pour que ce soit tout beau, tout propre comme à l'origine. On voit bien que le canon était piqué. Enfin, il est toujours piqué d'ailleurs. Donc ça, faut pas les enlever. Il faut pas, comment dirais-je, essayer de les enlever à la lime ou quoi que ce soit. Parce que là, vous allez vraiment casser les arêtes. Enfin, il n'y a pas d'arêtes. Vous allez faire des arêtes en fait. Et ça, c'est pas bon. Donc là, c'est limaille d'acier. Et là, par contre, oui, vous pouvez utiliser du W40. Mais attention, si vous utilisez du W40 sur une arme de collection, si vous passez au fur et à mesure de la laine d'acier pour pouvoir enlever la rouille, il faut neutraliser le W40. Je tiens à préciser cette chose-là. Il faut neutraliser le W40. Donc, c'est dégraissant et on l'enlève tout de suite. Sinon, sur le bronzage d'origine, vous allez faire des marquages marrons. Et c'est fini. Il va falloir refaire un bronzage. Donc, sur une arme moderne, c'est pas très grave parce qu'on peut refaire un bronzage. Mais sur une arme de collection, c'est une catastrophe. Puisque là, c'est son bronzage d'origine. Voilà. Ensuite, pour ce qui concerne l'acier, même topo. On va enlever la rouille, la poussière de rouille, la fleur de rouille, si j'ose dire, avec de la laine d'acier au départ, du W40 ou une huile pour arme. Mais on va frotter. Par contre, il faut vraiment, 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 vraiment être patient. Donc la 6e chose pour la collection, patience. Aussi bien pour faire vos trouvailles, aussi bien pour reconstituer une arme ou une baïonnette ou un casque s'il manque l'intérieur du casque ou s'il manque la jugulaire par exemple ou quoi que ce soit, ou pour pouvoir constituer un uniforme, il faut impérativement être patient. C'est une règle d'or. Ne vous précipitez surtout pas. Mais surtout pas parce que là vous allez faire les pires conneries. Je vous le dis de suite, moi j'y suis passé. Donc je sais de quoi je parle. Et ça m'a coûté de l'argent. Et cet argent-là, j'aurais préféré l'investir dans autre chose. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines pièces que j'aurais que j'ai loupées à cause de ça. Ensuite, la 6e chose, c'est le budget. Fixez-vous un budget. Donc, supposons que vous alliez sur une bourse aux armes ou une brocante. Si vous pensez pouvoir avoir mis de côté, ou si vous avez mis de côté, on va dire, j'extrapole complet, hein, mais on va dire que c'est le minimum basique, grosso modo, 500 euros en liquide, toujours en liquide, par contre, hein, toujours en liquide. 500 euros, là vous partez avec 500 euros.
Et vous savez que c'est vous. D'abord, il faut y aller avec un objectif. Quel est votre objectif? Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher quoi? De la baïonnette, un Moser, une crosse pour mon Moser, une culasse, une bretelle. Je vais chercher quoi? Fixez-vous un but. Ensuite, c'est convivial. Donc c'est là, on va dire, septième chose, c'est que vous pouvez y aller en faisant une balade avec votre compagne, votre femme, vos enfants. Ça fait toujours une balade, il y a toujours des friteries à proximité, quelque chose comme ça, vous pouvez manger sur place. Donc ça fait en même temps une petite sortie famille. Donc c'est toujours intéressant. Donc, comme je le disais, la septième chose, c'est la patience. Ne vous précipitez pas. Surtout, ne vous précipitez surtout pas, parce que là, vous allez faire les plus grosses bêtises et vous allez le regretter. Toutes les pièces que vous avez devant vous, donc je vais vous la faire simple. Ça vient d'un collectionneur, corse d'ailleurs, que je salue au passage. Magnifique. Tout d'origine monomatricule. Ça fait exactement 32 ans que je l'ai. Ça vient de mon spécialiste collection Deuxième Guerre mondiale. Il vient d'une ferme dans une grange. Le garant, ici, monomatricule. Tout d'origine, dans son jus. J'ai juste simplement nettoyé la crosse et enlevé un petit peu tout ce qui était gras, crasse au niveau de la crosse. Pareil pour le Lee Enfield numéro 4 qui se trouve ici. Le Moser Gever 98, pareil, même topo, monomatricule. Ce qui signifie que toutes les pièces sont au même matricule. Culasse jusqu'à la baguette. En fait, ce qui va se passer pour la rénovation du Gever, pour vous faire simple, je vais essayer de ne pas les faire tomber. Voilà. C'est que celui-ci que je suis en train de rénover, il faut qu'il soit exactement à quelque chose près comme celui-là. Donc là, je suis en train de chercher la crosse, je suis en train de prendre mon temps, j'en ai loupé une hier. Là, je suis sur une autre crosse. Mais je suis mitigé puisque en fait, il manque le disque arrière au niveau de la crosse qui se trouve ici. Ça me plaît pas parce que bon, j'aurais préféré que ce soit d'origine. Donc je sais pas, je pense que je vais pas la prendre. Et en plus, elle est un peu chère pour ce qu'elle est. Bon, bref. Donc voilà, c'est pareil. Je préfère prendre mon temps. Donc, voilà pour ce qui concerne la rénovation. Fixez-vous un but, un objectif, un budget. Et n'ayez pas peur. Si une arme est incomplète, une arme qui est incomplète, par exemple, si je prends cette partie-là, donc c'est-à-dire la partie du fusil complète, même s'il n'y a pas la culasse, c'est pas grave. Pourquoi? Surtout sur une culasse allemande. Je vais vous expliquer, grosso modo, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. En fait, les culasses allemandes, en fait, il est très rare de les avoir au même numéro, puisque en fait, elles étaient enlevées des fusils, de façon à ce que ce soit complètement neutralisé, et aussi certaines culasses qui ont été changées avec d'autres fusils Moser à l'époque, je parle bien à l'époque, qui ont été rajoutés dessus, qui ont été remplacés, donc ce ne seront pas les mêmes numéros. Ensuite, il peut très bien s'agir d'une arme que le collectionneur ou le vendeur va vous vendre. Peut-être que lui a rajouté une culasse. Mais ça, s'il est honnête, il vous le dira. Maintenant, vous n'en aurez pas la certitude. Voilà. Donc, mais c'est pas grave en soi, puisque en fait, historiquement parlant, il y avait des armes avec des culasses qui n'étaient pas au même numéro pour des réparations, pour des changements, pour recompléter des stocks, etc., etc. Surtout sur les armes allemandes, notamment pour les Moser. Donc, c'est pas encore trop grave. Alors, pour ce qui concerne les accessoires, le matériel, ça, on va passer à la 8e chose. Minimum basique, évidemment, un tournevis à cliquer, un tournevis de précision dynamométrique, cherchez le mot, donc dynamométrique, pour éviter d'esquinter les vis. Chiffon, évidemment, W40, huile pour arme, l'huile de lin pour les crosses, de la teinte noyée. Alors attention pour la teinte noyée, vous avez différentes teintes. Teinte américaine, exotique, etc., etc. Renseignez-vous bien sur les teintes. Là, c'est de l'américain. Vous voyez que la couleur n'est pas du tout la même que le Moser Gever 98 qui se trouve devant vous. Modèle 44, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est du lamelé collé pour l'information, c'est pas les mêmes crosses. Ensuite, du pinceau, de la brosse à dents, de la brosse métallique aussi. Mais attention, de la brosse métallique pas trop dure. Relativement souple.
Ensuite, autre technique, électrolyse. Bien ou pas bien. Là, on va passer à la 10e chose, le matériel haut de gamme, si j'ose dire, pour la collection et la rénovation. Donc de l'électrolyse, poste à souder à fil fourré, meuleuse, donc un tour à meuler, donc ce qu'on appelle les tourets à meuler, une perceuse à colonne, ça fait du matériel déjà là. Une variété de limes à bois, ciseaux à bois, tout ce qui est forêt pour acier. Donc je vous conseille de prendre des forêts bien costauds, de marque. Des produits de bronzage à froid, bronzage à la couche, plusieurs techniques différentes. Les bronzages à froid, on va plutôt privilégier ça pour refaire, entre guillemets, des marques d'usure ou des marques de manipulation sur une arme. Ça peut être une arme de collection ou une arme moderne. Donc vous avez plusieurs bronzages différents à froid. Du bronzage spécifique pour les pièces en aluminium, très important. Laine d'acier. Et énormément de patience et de l'huile de coude et un très bon étau. Je déconseille. Enfin, je vais dire pourquoi je vais déconseiller. Je déconseille l'électrolyse, surtout si vous êtes débutant. En 1, c'est dangereux. En 2, ça nécessite une observation et il faut être présent au moment où vous le faites. Une électrolyse, il y en a pour 24 heures minimum, voire 48 heures pour une pièce. Ça dégage un gaz, il faut faire très attention, donc il faut que ce soit en extérieur. Il faut de l'eau de pluie, c'est ce qu'il y a de mieux, et du sel, du gros sel. Ça va demander un chargeur de batterie. Ça va demander une source d'énergie derrière. Il y a des contraintes. Si vous avez des enfants ou un animal, je vous déconseille de le faire. Je vous déconseille de le faire. Plusieurs solutions s'offrent à vous. Soit vous le faites faire par quelqu'un qui sait maîtriser l'électrolyse, qui sait le faire, qui va prendre son temps pour le faire et où il n'y aura aucun risque. Si vous devez débuter avec une électrolyse, voyez avec quelqu'un qui sait faire, mais vraiment quelqu'un d'expérience, qui a des années d'expérience derrière lui sur l'électrolyse. Il faut faire attention avec l'électrolyse, hein. Ça je tiens à mettre un point important là-dessus. Hein. C'est pas n'importe quoi, il y a des règles qui sont à respecter aussi, ça peut être dangereux, il faut faire très attention avec ça. Donc l'électrolyse, si vous voulez débuter avec l'électrolyse, c'est très bien l'électrolyse, mais c'est pas sans risque et il faut vraiment, si vous débutez, vous faire guider par quelqu'un qui va tout vous expliquer de A à Z. Et si vous faites votre première électrolyse, donc ça va demander un bac en inox, etc., il va tout vous expliquer, faites-le avec lui, faites votre première pièce, baïonnette, arme, peu importe, ou culasse, avec lui, il vous expliquera les effets et comment ça se passe au niveau d'une électrolyse et pourquoi une électrolyse. Ensuite, tout ce qui est cale à bois. Donc, du noyer, des chutes de noyer. Vachement important pour pouvoir faire de la greffe sur une crosse. Une crosse qui est cassée, ça peut se réparer avec une greffe. Une crosse qui est fissurée, ça se répare. Pareil, avec un bon étau, avec des mordaches en bois, comme il faut, pour pas faire de marque, ça se répare. Un bois qui est graisseux et sale, dégueulasse. Ça se nettoie, ça se dégraisse. Alors maintenant, je vais vous donner plusieurs conseils pour les uniformes. Si vous voulez vraiment faire un thème avec un uniforme et un armement, que ce soit un américain, un allemand, un anglais, un canadien, un australien, un français, peu importe, première ou deuxième guerre, comme je vous le disais, attention aux copies ou aux reproductions. Si vous tombez sur des gens qui sont bienveillants sur une bourse aux armes ou dans un magasin de collection, il vous le dira. Il vous le dira. Si vous tombez sur une copie, il y a des très très belles copies. Elles sont utilisées pour le cinéma. Enfin, quoique, oui et non. Oui et non. Petite astuce. On peut trouver des uniformes. Moi, j'en ai un, notamment mon modèle 1916, poilu 1916, sur la bataille de Verdun. Je l'ai acheté à un théâtre. Ils récupéraient les uniformes, à l'époque,
Ils étaient estampillés théâtre à l'intérieur avec un tampon, mais en fait, tous les tampons d'origine d'époque, modèle 16, etc., c'est ce que j'ai d'ailleurs dans le mien, avec les tailles, ils sont restés dedans. Donc on s'en fout d'avoir le tampon au théâtre, au moins vous êtes sûr que c'est un original. Les théâtres utilisent aussi des copies, bien évidemment. Et le cinéma. Donc si vous cherchez un uniforme, voyez plutôt, ça c'est mon conseil, dans ce sens. Si vous tombez sur une bourse aux armes où il y a un uniforme, où c'est estampillé théâtre derrière, au tampon, vous pouvez quasiment y aller les yeux fermés. Alors attends, enfin, oui et non. Il y aura toujours le risque que le vendeur ait mis lui-même un tampon au théâtre. Mais bon, voilà. Alors, je veux pas faire peur, bien évidemment, c'est pas le but de la vidéo, mais faites vachement gaffe parce qu'il y a énormément d'arnaques avec la collection. Vous avez ici, par exemple, un masque à gaz allemand, c'est très prisé, il est complet, d'accord, avec sa sangle complète, d'ailleurs fait partie de mon uniforme allemand. Il y aura d'autres vidéos là-dessus, avec tous les marquages qui sont à l'intérieur. Je vais vous le montrer rapidement. Donc vous voyez, il y a tous les marquages, notamment ici à l'intérieur. Vous avez le masque à gaz complet qui était avec. Donc j'ai eu le complet. Bon, à l'époque, il m'a coûté un peu cher, sachant combien ça vaut à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, avec la peinture d'origine. Voilà. Alors, une chose aussi qui est vachement importante, puisqu'on parle de peinture d'origine sur une pièce comme ça, par exemple, sur la peinture, vous ne le verrez pas, mais il y a une petite astuce pour pouvoir la préserver. Un vernis mat en bombe, spécifique. Enfin, spécifique. C'est des vernis acier pour la peinture mat. Vous pouvez utiliser du vernis carrosserie mat. Ça va protéger votre pièce. Notamment pour les chocs, par exemple. Donc ça, c'est une petite astuce. Donc toutes ces pièces qui sont peintes, donc les caisses de munitions, les casques aussi, les masques à gaz, les boîtes pour les ZF41. Pour en revenir donc à ce qui concerne la peinture, là, on va faire un petit changement de décor. Donc je vais vous expliquer plusieurs choses pour ce qui concerne les peintures d'époque, comment les préserver et les protéger, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc un vernis de carrosserie par exemple mat, ou une bombe spécifique que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage, en vous renseignant si c'est un vernis mat, il faut que ce soit vraiment du mat, ou alors légèrement satiné, après c'est une question de choix, pour pouvoir protéger tout ce qui est vos pièces de collection qui ont une peinture d'origine. Exemple, ici, donc changement de décor, pour pouvoir vous montrer par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, différentes pièces de collection qui sont relativement, on va dire, rares pour moi, donc à trouver. Donc je me suis permis de vous en mettre un petit panaché, hein, je ne peux pas tout mettre sur la table malheureusement. Donc là, par exemple, le casque américain qui se trouve ici, donc de brocardier, d'infirmier, pardon. Donc celui-ci, il a été complètement passé à, au vernis mat. Donc hein, ça, et on le voit pas hein, quand vous regardez. Franchement, vous n'y voyez rien quoi. Donc voilà, là il est protégé, pas de souci. Les rayures, je peux en faire comme je veux. C'est vraiment un vernis costaud. Donc il faudra bien spécifier pour une protection contre les rayures et les chocs. Donc ça existe. Donc ça c'est impératif. Donc ça, pour tous ceux qui débutent la collection, donc c'est super important. Idem pour ce qui concerne cette pièce-là qui est relativement rare. C'est une boîte de masque à gaz, donc Première Guerre mondiale, avec le marquage qu'on voit bien ici. Donc là, c'est vraiment une très très belle pièce. Donc malheureusement, j'ai pas le masque à gaz qui va dedans. Donc il est complet, rien n'a été retouché dessus. Donc là, on voit que j'ai légèrement verni à l'intérieur, de façon à ce que la rouille ne puisse plus attaquer. Enfin, elle attaquera toujours quand même, mais ce sera moins grave que si je le laissais tel que. Donc voilà, donc ça, c'est pour la petite astuce. Alors, pour en revenir à la collection, vous avez des pièces qui sont relativement peu communes, rares, voire des pièces de curiosité. Là, on va prendre l'exemple d'un Mauser 98K. Donc, un modèle qui est relativement rare à trouver tel que, c'est celui-ci que vous avez devant vous. Donc, le modèle Mauser 98K, donc en trail guerre, donc avec une lunette montée d'origine dessus ZF41. Attention à tout ce qui est bidouille au niveau des montages des lunettes ZF41, ZF39 et ZF4, par exemple, pour d'autres. Soyez vachement vigilants par rapport au montage. Donc, c'est très important. Ça, je ferai une vidéo spécifique encore là-dessus sur la ZF41. J'en ai déjà fait 2, je vous renvoie dessus. Sur les playlists au niveau collection, il y a des vidéos spécifiques qui expliquent le réglage et les petites astuces pour la lunette ZF41 pour ceux qui font du tard.
Donc là, vous avez un modèle relativement rare à trouver, monomatricule, avec sa baguette, sa sangle d'origine, la lunette ZF-41, sans montage d'origine, tout est d'origine. Donc là, je peux vous dire que ça fait... c'est à peu près... c'est le deuxième Moser que j'ai eu, donc après le modèle 44 que je vous ai montré dans la vidéo. Donc il a à peu près 28 ans, je crois, 28 ou 27 ans que je l'ai, à peu près. Donc à l'époque, il n'était pas rare, enfin il n'était pas rare. Il était beaucoup plus fréquent. Il était beaucoup plus facile, plutôt, de trouver des armes et des pièces rares plutôt qu'aujourd'hui. En sachant qu'aujourd'hui, on a énormément de bidouilles. Donc vous voyez, pour une pièce comme ça, il va falloir vraiment prendre votre temps pour pouvoir la récupérer et la trouver. Maintenant, si vous trouvez un Moser, donc tel que sans la lunette ZF-41 et que vous voulez impérativement une lunette ZF-41 dessus, vous pouvez très bien acheter donc la lunette ZF-41 d'origine et ensuite tout ce qui est montage d'origine. Je dis bien d'origine, sinon ça, pour moi ça n'a plus aucune valeur, ça n'a aucun intérêt. Et le faire monter par un armurier compétent. Je dis bien un armurier compétent, c'est pas n'importe qui pourra monter un montage comme ça. Parce qu'il y a des règles qui sont à respecter par rapport à l'originalité de la pièce et le montage d'époque et la façon de faire de l'époque. Donc ça, il faut vraiment avoir affaire à quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans la collection à ce niveau-là en tant qu'armurier. Ensuite, par exemple, je vais vous donner l'exemple de cette gourde, ici, qui se trouve ici, donc elle est datée 37. Elle est telle que dans son jus au moment où je l'ai reçue. Je l'ai eu pour 20 euros. 20 euros. Je l'ai eu sur le bon coin. Mais j'ai eu l'œil ce jour-là, parce qu'évidemment j'ai demandé un tas de photos, et les photos j'ai grossi, puis par rapport à mon expérience, j'ai vu de suite ce que c'était comme gourde. Bon, mis à part cette petite partie-là qui est légèrement cassée, donc là j'ai strictement rien, mais rien touché du tout. D'ailleurs, vous remarquerez ici que là vous avez tous les boutons pression qui sont d'origine, donc rien n'a été retouché. Le cuir il est quand même relativement sec, donc cassant, donc ça je vais essayer de le récupérer. Mais petit à petit, et encore, je ne sais même pas si je vais essayer de le récupérer. Je vais le protéger, je vais le nourrir, et après on verra. Donc il y a elle complète et complètement d'origine. Rien n'a été retouché dessus. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, d'important. Hein, on voit bien la sangle qui se trouve ici, qui fait le tour ici. Donc vous voyez que là, on a affaire à une belle pièce. Pour moi, c'est une belle pièce. Je préfère 1000 fois avoir affaire à une pièce comme ça, même s'il y a du travail dessus. Même si, au premier regard, vous la trouvez pas belle, elle est d'origine. Voilà, c'est ce qui compte le plus. Donc ça, c'est ce genre de pièces-là, c'est ça qu'il faut chercher. Si vous voulez débuter dans la collection, vaut mieux avoir moins de pièces et avoir de belles pièces d'origine dans leur jus d'époque. Donc ça, c'était pour vous montrer le petit exemple. Donc là, il y a un petit peu de rénovation à faire. Donc voilà le genre de pièces que vous pouvez trouver. Donc ça, faut foncer dessus. Ensuite, ce qui concerne les armes blanches et les baïonnettes. Petite curiosité. Enfin, curiosité. Voilà, on a une 98-05. Donc c'est un modèle Première Guerre mondiale qui a été raccourci. Donc c'est la fameuse Dancy, hein, que beaucoup de collectionneurs connaissent, vous voyez ici, qui était interdite par la Convention de Genève, bien évidemment. Donc ça, je peux vous dire que ça, c'est une superbe pièce. Donc ça, je sais que c'est d'origine, je sais par qui je l'ai eu, je sais à qui elle a été dans les mains. Donc c'est un fantassin français, Première Guerre mondiale, qui l'a ramené à l'époque. Et c'est son fils qui me l'a donné. Donc voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote. Donc c'est vraiment du pur jus et de l'origine. Donc ça, c'est l'artisanat, entre guillemets. Donc c'est ce qu'on appelle un... C'est pas vraiment un couteau tranché, c'est un couteau baïonnette. Couteau baïonnette de tranché en dents de scie. Donc ça, c'est du méchant, ça. Donc le mec qui l'a fait, il savait très bien ce qu'il faisait. Donc là, on joue pas dans la même cour. Donc voilà pour la petite curiosité. Est-ce que le genre de pièce que vous pouvez trouver ça, faut foncer dessus. Ce genre de pièce là, faut foncer dessus. Ensuite, nous avons une belle pièce ici. Ça, j'en parlerai un autre jour. Donc là, je parle pas de la pièce. Il y en a beaucoup qui savent ce que c'est. Plutôt rare à trouver. Pas évidente. Surtout que celle-ci, elle a été dans les mains d'un résistant. Elle vient de famille. Et je sais aussi de qui elle vient. Donc ça, c'est une pièce que j'ai pas retouchée d'ailleurs. Hein, mis à part que il va falloir que j'ai mis de la graisse, mais la graisse, ça fait un petit peu sale parce que le cuir colle dessus. Donc ça, c'est pas bon. Il va falloir que je revoie ça. Donc là, vous voyez, là, j'ai une très belle pièce dans les mains. Donc ça, c'est pareil. Ça, c'est une pièce. On va peut-être pas y prêter attention. Donc quand on est jeune collectionneur,
puisqu'on se sera heurté sur un thème, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est très très bien, mais ce genre de pièce-là, vous la trouvez, mais même si ça fait pas partie de votre thème, vous la prenez. Celle-ci, elle a été dans les mains d'un résistant, donc c'est-à-dire que je sais très bien qui l'a eu dans les mains, ça vient de famille. Donc, aussi une petite astuce, un conseil, parlez autour de vous à des amis, des vrais amis, hein, je parle pas de connaissances, hein, enfin quoi que dans les connaissances, des fois on peut avoir des pièces de ce que vous faites, parce que ça permettra de pouvoir avoir justement des pièces de grenier, ce qu'on appelle des pièces de grenier, donc des pièces qui sont dans certaines familles, qui n'ont pas de valeur pour eux, qui s'en foutent, qui pensent que c'est dangereux, etc., etc. Je vous fais pas un dessin, vous savez tous comment ça se passe. Donc n'hésitez pas à demander à des gens comme ça, demandez aussi dans votre famille, par rapport à votre grand-père, vos arrière-grands-parents, etc., etc., l'historique, hein, vous avez forcément quelqu'un qui a combattu sur les théâtres d'opération de l'époque, donc ça peut toujours permettre d'avoir des pistes pour pouvoir avoir du matériel. Donc ça, c'est aussi une petite astuce que je vous donne, dans le sens où c'est quand même beaucoup mieux de récupérer du matériel tel que de famille ou d'amis qui est resté dans la famille, etc., des amis, de vos connaissances, que de l'avoir sur une bourse aux arts, parce que là, vous êtes sûr de l'originalité de la pièce, et vous avez en plus quelque chose d'inédit, puisque vous avez un historique qui est avec, donc qui l'a eu, pourquoi, comment, par qui ça a été donné, etc., etc. Ça, c'est ce qui fait le charme de la collection. L'historique des pièces. Chaque pièce a un historique. Celui-ci, il a été utilisé par la Résistance. Celui-ci, non. Celui-ci, oui. Ça, non, ça a été trouvé dans un grenier. Donc c'est pour vous dire. Voilà, dans une grange d'ailleurs, comme le Garon. C'est pour ça que je l'ai eu, je savais, la personne qui me l'a vendu m'a donné son historique. Donc voilà. Donc c'est toujours pareil, si vous trouvez une pièce, demandez l'historique, hein, si c'est quelqu'un sur une bourse aux armes, on pourra vous le dire aussi. Ou alors, bon, c'est moins rare sur une bourse aux armes, hein, mais sur tout ce qui est vide-grenier et brocante, en général, les personnes qui ont du matériel comme ça ou qui ont un petit peu de matériel savent d'où il vient. Soit ils l'ont trouvé quelque part, ou ça leur a été donné par leur famille, ils ont trouvé ça par rapport dans une vieille malle, etc. Donc ça, c'est important. Les malles, très important, vous avez des malles, ce qu'on appelle des cantines à l'époque, etc. Ça, faut les prendre. Il y a des marquages qui sont dessus et tout, ça a une certaine valeur. Et en plus, ça peut vous permettre de ranger votre matériel. Et en plus, c'est toujours plus sympa d'avoir une cantine d'époque ou des malles d'époque pour pouvoir ranger son matériel. Et ça fait plus collection. Donc ça, c'est vraiment bien aussi. Donc, vous voyez, les amis, donc il y a plusieurs choses à savoir dans la collection. Donc là, on va finir la vidéo sur le thème de la collection, tout ce qui est recherche de collection, tout ce qui est petite astuce. Donc, les 10 choses à savoir pour la collection. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez été nombreux. Je vous dis à très très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao!